Bonjour à tous, je m'appelle Yoni Gousselière et je travaille à l'IFIP au service bâtiment équipement. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo qui va permettre de revoir la présentation qui a été réalisée dans le cadre des Brest Data Day le 15 mai 2025, qui s'est déroulée, cette journée s'est déroulée à Saint-Brieuc. Et il y a une présentation qui a été faite sous la bannière UMT Digiport, qui retrace un peu l'utilisation de la data en production porcine. Donc le titre de l'intervention était les données au service d'un meilleur pilotage des exploitations porcines. Alors tout d'abord pour démarrer, juste un petit rappel sur ce que c'est que l'UMT Digiport. Alors l'UMT Digiport, c'est un collectif de scientifiques composé de personnes de l'IFIP, de l'INRAE et de l'Institut Agro, qui depuis 2018 travaillent ensemble. Donc c'est la deuxième édition de l'UMT Digiport. La première édition, c'était sur une période de 5 ans, donc de 2018 à 2023. Et l'idée, c'était d'avoir une montée en compétences des salariés des trois structures que je vous indique donc juste avant, sur la data, les capteurs, l'automatisme en élevage de porc. Entre 2024 et 2028, les objectifs ont un peu changé et l'idée, c'est de davantage s'ouvrir aux différents acteurs donc, de la filière et de proposer donc des contenus durant lesquels on peut permettre à chacun de s'acculturer sur ces thématiques-là. Et c'est un peu dans ce cadre-là que cette intervention a été demandée pour les Brest Data Day. Alors, ma présentation, elle se fera en trois parties. On aura un premier bloc sur l'automatisme au service de l'alimentation de précision. Donc, on reviendra finalement un peu dans le passé sur ce qui a fait que l'élevage de précision et les data se sont développés donc, en production porcine. Ensuite, on va voir l'essor de la data et de l'élevage de précision. Là, on est plutôt sur la période actuelle où on est en plein boom donc, de tout ça. Et enfin, on terminera avec les solutions les plus prometteuses et les défis de demain qu'il faudra qu'on arrive à relever pour que ça fonctionne correctement. Donc sur la première partie, l'automatisme au service de l'alimentation donc de précision. Alors déjà une première chose, on va revenir sur l'utilisation de la data en élevage. En fait, si on regarde un peu comment étaient gérés les élevages de porcs par le passé, on avait globalement pas mal de personnes disponibles pour des tailles d'élevage relativement réduites. Et on avait une production de data qui était relativement faible, dans le sens où on avait une alimentation qui se faisait encore à la main, dans un certain nombre de cas. On avait des bâtiments qui pouvaient être gérés en ventilation statique. Et de ce fait-là, on avait des élevages qui généraient relativement peu de données. Et donc, de ce fait-là, on avait des infrastructures autour donc, des data qui pouvaient être, on va dire, plus légères au vu du peu de données qu'il y avait donc à gérer. Donc, quand je dis l'élevage d'hier, en gros, c'est l'élevage avant les années 2000, si on doit caricaturer un petit peu. Maintenant, si on regarde les élevages d'aujourd'hui, déjà les élevages d'aujourd'hui, on constate qu'on a moins de salariés donc qu'avant, et on a plutôt avoir tendance à avoir des tailles d'élevage un peu plus grosses. Donc entre guillemets, on a plus d'animaux donc à gérer avec moins de monde présent sur site. De plus, l'élevage s'est beaucoup plus automatisé. On a eu des machines à soupe arriver, des systèmes de distribution d'aliments. On est passé à de la ventilation dynamique avec des boîtiers de régulation qui permettent de gérer les températures, le chauffage, les taux de ventilation, etc., etc. De ce fait-là, on se retrouve dans une situation à avoir des élevages qui génèrent beaucoup plus de données donc qu'avant. Et en plus, ces données-là, on se rend compte de l'intérêt de faire circuler donc les données et on se rend compte que ces données, ça peut être intéressant de les renvoyer aussi bien aux filières de l'amont que aux filières donc de l'aval, qu'on peut le renvoyer donc à nos équipementiers pour aider à la maintenance de nos équipements. Ça peut être des infos qui peuvent être intéressantes à mutualiser avec les vétérinaires pour le suivi des pathologies ou ce genre de choses. Donc, maintenant qu'on a ça en tête, en fait, quand on investit dans des données donc, comme celle-là, il y a toujours une balance, un bon équilibre donc, à trouver entre l'intérêt zootechnique que l'on va avoir et les gains potentiels en termes de performance, en termes de travail, potentiellement en termes de tranquillité et de charge mentale. Et de l'autre côté, les investissements et le service après-vente qui va être donc associé. Et finalement, c'est cet équilibre-là qui va permettre de décider est-ce que j'investis ou est-ce que je n'investis pas. D'une manière générale, une des premières thématiques sur laquelle l'élevage de précision s'est développé, c'est l'alimentation de précision. Alors on pourrait se dire, pour quelle raison? En fait, c'est une raison très simple quand on regarde la structuration du coût de revient d'un essor-engraisseur. En fait, on se rend compte qu'il y a une très grosse proportion qui est liée au prix de l'aliment, entre 65 et 70% du coût de revient correspond à la charge alimentaire.
Et ensuite, vous voyez qu'on a d'autres éléments qui vont rentrer dans le coût de revient, comme le renouvellement du troupeau, comme l'amortissement donc des bâtiments, la main-d'œuvre, etc., etc. Comme je l'ai dit sur la slide juste avant, l'élevage de précision, c'est quelque chose qui va coûter relativement cher. Et donc, vu que ça coûte quelque chose qui coûte relativement cher, bah, pour aller chercher un retour sur investissement intéressant, il va falloir aller taper là où il y a la plus grande marge de progrès, donc potentiel. Et là où potentiellement on peut gagner beaucoup d'argent en investissant finalement assez peu. Et en fait, bah, l'alimentation, c'est de loin le système sur lequel, même si on gagne un petit peu en termes de réduction du coût alimentaire, et ben en fait, ça peut correspondre à des montants relativement importants au vu de l'importance qu'il a dans le coût de revient. Et c'est pour ça que l'alimentation de précision, soit pour le porc charcutier, soit pour la truie, c'est de loin les deux thématiques qui sont les plus traitées à l'heure actuelle dans tout ce qui est l'utilisation de la data et l'utilisation comment dire, des outils de la décision en élevage ou ce genre de choses. Alors ensuite, en 2013, c'est clairement une année charnière qui a donné un bon coup d'élan dans l'élevage de précision parce qu'il y a eu une évolution réglementaire. Avant, vous aviez donc des truies qui restaient dans des modes de logement comme les modes de logement que vous aviez là. Donc, c'est-à-dire que les truies étaient bloquées dans des systèmes de tubulaires comme l'on a ici et on n'avait pas de dégagement donc derrière. Donc, les truies restaient en permanence dans ce système-là. À partir de 2013, il y a une réglementation qui a évolué et on a demandé aux éleveurs de faire une mise en groupe donc des truies pendant une partie de la gestation donc détruite. Et de ce fait-là, on a proposé trois grands modes de logement, ou du moins il y a trois grands modes de logement plutôt, qui ont trouvé leur place sur le terrain. C'est le système donc de bas-flanc, on a les truies qui sont devant l'auge et qui sont protégées jusqu'au niveau donc des épaules. Le système de réfectoire, donc réfectoire c'est les tubulaires que l'on a là. Courette, courette c'est la zone de dégagement qu'on a ici, et la truie en fait peut être soit tranquillement isolée donc dans son réfectoire individuel, ou être en groupe avec les copines derrière. Et enfin, on a le système donc, de DAC. Donc DAC, c'est pour distribution automatique de concentré. Alors ça, c'est du vocabulaire qui nous vient du monde des ruminants. En l'occurrence, nous, c'est une distribution automatique d'aliments. Et là, on a des trucs qui sont en grand groupe et on a les systèmes de DAC qui sont ici, qui vont permettre d'alimenter donc les truies de manière individuelle tout au long donc, de la journée lorsqu'elles vont se présenter à l'intérieur du dispositif présent donc ici. Donc ça a été une petite révolution parce que tous les éleveurs qui sont partis dans ce mode de logement-là, donc le système donc, de DAC, et ben finalement ont automatiquement généré un petit peu plus de données et de ce fait-là ont dû s'accoutumer un peu à tout ça. Alors, pourquoi justement il y a un intérêt à aller vers de l'alimentation de précision quand on est en truie gestante? En fait, il faut avoir en tête qu'on a toute une variété donc, de truies à gérer dans un élevage. On a des truies plus ou moins grosses, plus ou moins grasses, plus ou moins vieilles, euh, comment dire, avec des besoins d'entretien qui peuvent être un peu différents. Et de ce fait-là, on se retrouve avec des truies qui vont avoir des gabarits très différents. Sauf que derrière, toutes ces truies-là, on va leur demander un seul et même objectif commun, qui va être avoir une bonne qualité donc, de lactation, avoir un nombre de porcelets sevrés satisfaisant, avoir une longévité, donc une durée de carrière suffisamment longue, et avoir une note d'état corporel qui est stable. Sauf que quand on a des truies aussi hétérogènes et qu'on a un objectif commun, et ben c'est pas forcément très simple de venir réussir à tout concilier. Et l'alimentation de précision peut vraiment être un outil intéressant pour venir gérer ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que l'on va appeler une bonne gestion alimentaire ou une mauvaise gestion alimentaire? En fait, une truie qui va arriver trop maigre à la mise bas. Bah derrière, ça va générer des problèmes de lactation. Ça va générer des sevrages précoces, donc des truies qui vont se couper en lait plus rapidement. Et ça va engendrer une détérioration potentiellement des gestations, mais aussi des mises bas donc à venir. Si une truie arrive trop grasse à la mise bas, bah, ça peut être un déroulement des mises bas qui est plus long, plus douloureux, les contractions vont se faire moins bien. Ça peut être de ce fait-là bah, des interventions davantage donc, sur la truie, autour donc, de la mise bas. Et ça peut être une truie qui va avoir moins d'appétit. Une truie qui va avoir moins d'appétit, c'est une truie qui va moins bien manger. Et si elle mange moins bien, d'une manière générale, derrière, c'est une lactation qui se passe moins bien. Il faut savoir en tête que dès qu'on a des problèmes de lactation, ça va avoir des conséquences directes sur les porcelets, parce que c'est moins de lait apporté aux porcelets, et de ce fait-là, ça va poser problème. Donc vous voyez que dans les notes, on a une note qui va de 1 à 2 et de 4 à 5. En fait, la note que l'on va vouloir avoir, c'est une note de 3 au moment donc, de la mise bas. Sauf que, comme je vous l'ai dit avant, bah, on a des truies qui ont des gabarits très différents, des âges très différents au sein d'un cheptel. Et donc l'alimentation de précision va permettre justement de venir
individualiser donc la ration pour faire en sorte que toutes les truies arrivent avec un état de l'art de 3 au moment de la mise bas, peu importe finalement donc son passé. Et donc, on a les DAC qui vont permettre donc ce genre de choses. Donc, les DAC, entre guillemets, si on doit simplifier, c'est un système qui fonctionne en 3 étapes. L'étape 1, c'est l'identification individuelle de chaque animal. Donc, chaque truie va avoir une boucle RFID. La RFID, je vous en reparlerai un tout petit peu après, mais c'est une boucle individuelle qui va permettre d'avoir un numéro unique par truie. Ce numéro unique, il va être détecté dans le logiciel. Et quand la truie va se présenter à l'intérieur du DAC, donc là vous voyez les auges qui sont ici, l'auge qui est ici et l'auge qui est au bout ici, lorsque la truie va être détectée à l'intérieur du dispositif ici, on va pouvoir lui distribuer un plan alimentaire personnalisé lié au fait que l'on a pu identifier clairement quelle truie était présente à quel endroit. Quand la truie va ressortir de ce dispositif, ce qui peut être bien, c'est de récupérer également donc son poids. Et finalement, en récupérant donc son poids, ça va nous permettre de venir réajuster la ration donc, de la truie selon sa prise de masse qu'elle va pouvoir avoir. Alors, quand on a des dispositifs comme ça peut paraître donc très simple. Mais mine de rien, il y a tout un tas donc, de petits détails qui font qu'un système comme ça peut très bien fonctionner ou au contraire avoir certaines lacunes. Typiquement, c'est la gestion des doses restantes. Quand je vais autoriser une truie à manger 3 kg d'un côté et 2 kg 100 à la copine qui va se présenter donc juste après, il va falloir faire en sorte que la truie d'avant nous ait pas laissé donc d'aliments. Sinon, on va se retrouver avec une truie qui va consommer 2,5 kg et l'autre truie d'à côté qui va consommer 2,8 kg. Alors que finalement, le rapport n'était pas censé être comme ça. Donc, il va y avoir tout un système de gestion de la distribution donc, des doses d'aliments pour faire en sorte que quand une truie sorte du DAC, il n'y ait quasiment plus d'aliments présents donc, dans l'auge. Donc ça sous-entend qu'il va falloir mettre des capteurs donc, dans les auges pour réussir à détecter ça. Quand on pèse des animaux, autant vous, quand vous pesez sur une balance, vous êtes relativement statique, ce qui permet à la pesée de se stabiliser assez vite. Là, pour le coup, les truies, elles vont avoir tendance à toujours être en mouvement à l'intérieur donc, des systèmes donc, de pesée. Donc c'est pareil, il va falloir être en capacité de nettoyer donc, les données donc, derrière, parce que finalement, on va avoir des données qui seront beaucoup plus brutes que ce que l'on peut avoir quand vous êtes sur votre balance à la maison. Donc on se rend compte que sur le simple système d'un DAC qui distribue l'aliment donc à des truies identifiées, on se rend compte qu'en termes de complexité de données à gérer derrière, on est sur un niveau qui est un peu plus élevé que ce qu'on aurait imaginé.